Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'entretien du jour sur la télévision francophone Télésud. Ce soir, nous parlons justement de l'agro-pastoral sur le continent africain. Agro-pastoral dans la sous-région Afrique centrale. Cet agro-pastoral, c'est-à-dire cette culture itinérante qu'on appelle communément la transhumance dans le domaine de l'élevage. Et si aujourd'hui, ces bergers Peuls et Bororo qui font le gros de cette activité dans la sous-région Afrique centrale aujourd'hui connaissent des difficultés du fait des petits heurts et des contingences que ces derniers connaissent auprès de certaines populations sédentaires, l'on ne peut ignorer aujourd'hui l'impact économique de cette agriculture transhumante. C'est une agriculture aujourd'hui qui nourrit toute l'Afrique centrale et justement, avant de parler des difficultés que connaissent ces populations, nous allons également parler de l'avantage économique et pour ce, nous recevons sur ce plateau ce soir Monsieur Adamou Amadou, qui est le président de l'association des Bororo du Cameroun, voilà, qui est très impliqué dans la filière, très impliqué dans cette activité-là aujourd'hui et qui nous parle justement de cette transhumance en Afrique centrale, dans la sous-région Afrique centrale. Bonsoir, monsieur Adamo. Bonsoir, monsieur. Alors, aujourd'hui, on parle d'agriculture transhumante, agriculture itinérante, comme on l'appelle encore, pastorale itinérante. C'est quoi la transhumance pour vous, en fait? Merci bien. La transhumance, tout d'abord, je voulais dire que moi-même, Adamo Amadou, je suis fils d'un berger. Absolument. Petit-fils d'un berger. Et à mon jeune âge, j'ai accompagné mon papa à la transhumance, aussi bien à la prairie normale. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu. Et la transhumance en elle-même, c'est le déplacement de bergers et de troupeaux d'un point A à un point B, mais le retour à un point A, à la recherche du pâturage. Et c'est saisonnier. Beaucoup de personnes confondent la mobilité avec la transhumance, dont la migration, qui est le déplacement du point A au point B définitivement. Or, la transhumance, c'est imposé par d'abord le climat, la saison et aussi la nourriture qu'ont besoin de nos bétails. S'il n'y a pas le pâturage, ou bien si le pâturage devient un peu minime, il faut donc se déplacer vers là où on peut trouver ce pâturage pour un moment et revenir au point où on était. Aujourd'hui, les uns qualifieraient cela d'une odyssée du peuple, de ces bergers aujourd'hui qui écument la sous-région Afrique centrale. Alors, quelles sont les difficultés que vous, qui êtes dans la filière, vous qui êtes dans le domaine, pratiquement aujourd'hui connaissez sur le terrain? Vous savez, dans la zone Afrique centrale, c'est-à-dire le Tchad, le Cameroun, la Centrafrique, et nous sommes également frontaliers à l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Niger, le Nigeria, via le Niger également. Il y a des troupeaux qui se déplacent du Niger au Cameroun pour la Centrafrique en passant par le Nigeria. Alors, il y a tellement de difficultés, bien sûr, comme vous avez évoqué. C'est déjà le déplacement avec le changement climatique. C'est tellement, on a perdu des repères parce que nos aïeux, nos parents avaient l'habitude de maîtriser les saisons. C'est-à-dire à partir de l'étoile qui apparaît, on sait que bon, il restait 2 semaines pour que la saison pluvieuse arrive. À partir d'un chant d'oiseaux, on sait, ou bien des mouvements d'oiseaux, on savait que non, la saison-ci va être productive ou non. Il y aura beaucoup, le pâturage sera productif ou non. Mais avec le changement climatique, déjà, vraiment tout est confondu. Les bergers sont tellement perplexes maintenant avec ce temps qui est tellement difficile, d'une part. D'autre part, il y a la démographie qui est galopante. Dans nos pays, au Cameroun, en 87, nous n'étions que 12 millions, je pense. Maintenant, nous sommes à plus de 25 ou 27, on ne sait pas. Donc, plus la population grandit, plus on a besoin d'espace pour l'agriculture et moins on a besoin de l'espace de pâturage parce que cela est réduit. D'autre part, il y a les contraintes également procédurales, c'est-à-dire il y a de multiplication en cours sur les parcours de pâturage, des contrôles, c'est-à-dire on est en fin de compte confondus, on ne sait pas qui est qui.
Il y a la douane, il y a les services vétérinaires, il y a les chefs traditionnels, il y a les autorités administratives. Tout est là, il faut passer vraiment étape par étape. Et ça fait beaucoup perdre le temps parce que souvent vous pouvez quitter du point A avant d'arriver au point B. La saison est pratiquement à son milieu. Donc il y a tellement de contraintes nouvelles, mais aussi conjoncturelles. Sur le plan social aussi, on assiste très régulièrement à des querelles. Comment ça se passe? Est-ce que le déplacement d'un point à un autre connaît toujours ce que j'appellerais en face une attitude hospitalière, voilà, de certaines populations? On a deux systèmes de vie différents. C'est-à-dire toujours la rencontre de l'autre est un choc, soit un choc culturel, soit un autre choc. Il faut savoir ménager et négocier. Ça n'a pas été toujours et ça ne va pas être toujours facile. Mais souvent, on arrive à gérer. C'est pour cela que Bouscouda s'implique de plus en plus et requiert aussi l'approbation et la contribution des services techniques, c'est-à-dire le ministère de l'élevage, le ministère de l'environnement, le ministère de la faune et de la forêt, et le ministère de l'agriculture également, et les principaux acteurs, les éleveurs et les agriculteurs, pour que tout le monde s'asseye et se rencontre. Le dialogue est le plan essentiel. Sinon, il y aura toujours de heurts. Eh bien, aujourd'hui, le milieu est assaini. Les États de la sous-région font énormément d'efforts pour que ces conflits entre agriculteurs et éleveurs ne se tiennent plus, ne se passent plus. Les choses évoluent comme elles peuvent évoluer. Est-ce que vous sentez de plus en plus que la coopération entre vous et ces populations sédentaires est une coopération aujourd'hui qui a évolué? Oui, elle a évolué grâce à l'intervention de notre organisation, le Bouscouda, et grâce aussi vraiment à l'intéressement des pouvoirs publics, de plus en plus qui comprennent. On a fait tellement de plaidoyers et ils en ont. Je crois que maintenant, de plus en plus, les services techniques comprennent que non. Et l'affront n'est pas bénéfique. Et il faut la sensibilisation et il faut aussi former ceux-là qui vont vers le berger, les services techniques, les fonctionnaires. On ne peut pas vraiment juste affecter une personne du jour au lendemain, là où il ne maîtrise pas, et puis on veut imposer juste la loi. La loi est là pour nous servir, pas que pour servir. Voyez-vous? Et si elle sévit seulement, elle ne va pas atteindre l'objectif que nous voulons. Donc il y a quand même une évolution dans les relations entre agriculteurs et éleveurs. Aujourd'hui, malgré toutes ces contingences socio-culturelles, conjoncturelles dues au climat, la filière se porte quand même bien, la filière bétail. Est-ce que de votre côté, vous ressentez cet impact? C'est vrai que vous êtes de ceux-là qui décident dans ce domaine-là, mais au niveau des éleveurs aujourd'hui, ressentent-ils l'impact? On dit que la filière se porte plutôt bien. J'ai un sentiment mitigé. Pour notre État, je crois que la transhumance et l'élevage est une ressource non négligeable, financière, je veux dire. Pourquoi? Parce que en quittant le Nigeria pour le Cameroun ou en quittant le Nigeria pour la Centrafrique via le Cameroun, les bergers, comme j'ai dit auparavant, ils payent les taxes. Ils payent les taxes énormes. Il y a la douane transfrontalière. Exactement. Il y a la douane et d'autres services vétérinaires. Et ils vaccinent. Ils ne vaccinent pas gratis. Et ils payent. Et également, quand ils arrivent, même si c'est une transhumance nationale, là où ils arrivent, vous allez constater qu'il y a un boom économique au niveau des marchés. Les commerçants sont contents parce que les bergers sont là et ils vont vendre. Ils vont vendre du riz, du sucre. Tubercules. Et en tout cas, il y a un flux commercial très élevé à cette période. Et ils gagnent beaucoup. Ils gagnent extrêmement beaucoup. Et au niveau des chefs traditionnels, bien sûr, ils ne s'installent pas comme ça ex nihilo. Ils viennent, ils négocient avec le chef, ils donnent ce qu'ils peuvent donner, mais alors, ça rapporte quand même aux chefs traditionnels locaux, pour eux. Après avoir dépensé tout cela, alors est-ce que le prix de l'animal a augmenté sur le marché?
Mais que non. Là, il faut étudier, il faut voir. Après tout cela, nous avons la hausse des prix de tous les denrées alimentaires. Donc, ça veut dire que d'un côté, il y a ceux qui gagnent et de l'autre, il y a ceux qui perdent. Et ça, c'est dangereux. Alors, si je vous comprends bien, dans cette histoire, c'est les gouvernements de ces zones-là que vous traversez aujourd'hui, grâce aux taxes, grâce à certains impôts qui sont imposés, qui aujourd'hui sont bénéficiaires. Les contingences sociales que vous connaissez avec parfois la police, la douane, certains agents véreux, aujourd'hui, est-ce qu'on peut de façon directe savoir ce que cela rapporte, par exemple, à la filière, malgré toutes ces difficultés que vous traversez? Les bergers que nous sommes subissent vraiment l'entrée en elle-même, en termes financiers, en termes économiques. Je vous ai dit, nous sommes à la période des vaches maigres. Et cela est assez dur pour tous les bergers. Mais du côté, disons, globalement, du trésor public, des trésors publics des États, je crois que là, on peut dire, oui, on peut se frotter les mains parce que le Cameroun exporte les bœufs au Gabon, en Guinée équatoriale. S'ils ont la viande, c'est grâce au Cameroun. Quelle est la doléance aujourd'hui que vous, qui êtes dans la filière, pouvez passer, alors le plaidoyer que vous pouvez passer à ceux-là qui gèrent ces États aujourd'hui face aux difficultés que vous connaissez justement pour sortir de notre entretien? C'est de voir un élevage comme un profit qui engrange beaucoup des entrées financières pour nos États. Et également accompagner ces bergers. Par exemple, veiller à ce que ces couloirs soient respectés pour que ça facilite la mobilité de ces bergers, d'une part. Et d'autre part également, pour les bergers camerounais qui font la transhumance interne, parce que là, ils sont fixés à un point et à un autre, réduire les zones protégées. Nous, on parle en termes d'espace et vous, les sédentaires, vous parlez en termes de place. Réserver aussi des espaces pour le pâturage qui a sa place aussi dans notre société, je pense. Merci M. Amadou Adamo de nous avoir rendu visite. On espère qu'avec toutes ces explications, justement, les pouvoirs publics, les populations, surtout les populations aujourd'hui, sont assez informées sur ce que c'est que la transhumance et surtout aujourd'hui comprennent que les éleveurs transhumants ne sont pas des ennemis, mais plutôt des acteurs et partenaires au développement. Beaucoup de personnes, beaucoup des autorités disent qu'il faut qu'ils se fixent, que les bergers se fixent. Mais qu'ils soient aussi capables d'acheter 1 kilo de viande à 10 000. Parce que la transhumance permet à ce que les bergers et les animaux trouvent de la nourriture, le pâturage gratis pour les bergers. Mais s'il faille passer à l'élevage industriel, on doit acheter tout et le kilo de viande va automatiquement augmenter. Madame, monsieur, on recevait justement le président de l'association Boskouda, qui est une association d'éleveurs Peul Bororo du Cameroun et qui pratique justement cette agriculture transhumante. Et avec monsieur le président de l'association, on a essayé de faire le tour de la question. J'espère que vous avez été édifié sur la question de la transhumance en Afrique centrale, dans la sous-région Afrique centrale. Retrouvons-nous très bientôt pour notre entretien du jour sur la télévision francophone Télé Sud. À très vite.